Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont on va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la doctrine française du maintien de l'ordre. Elle va peut-être encore évoluer. Christophe Castaner vient d'entamer une réflexion avec plusieurs experts lors d'un séminaire. La crise des gilets jaunes est évidemment passée par là. Les mains arrachées, les manifestants éborgnés, les policiers blessés. Tout est sur la table, nous dit le ministre de l'Intérieur. Va-t-on vers un durcissement ou vers un processus de désescalade à l'allemande? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Dominique de Montvalon à Catherine Tricot. On va revenir sur la stratégie de la République En Marche pour les municipales. Le patron du mouvement vient d'adouber 19 candidats, mais ce qui ronge les marcheurs, c'est la bataille pour Paris. Une fronde anti-Griveaux est en train de se mettre en place. Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi cette petite révolution que prépare Facebook. Une crypto-monnaie que le géant mettra en place dès l'année prochaine. L'initiative fait trembler le monde de la finance. On verra pourquoi avec notre invité dans l'entretien ce soir. C'est Nathalie Janson, spécialiste des questions monétaires. D'abord, les explications, on en a besoin de Flora Sauvage. L'objectif de Mark Zuckerberg, c'est de rendre le transfert d'argent aussi simple que l'envoi d'une photo. Le PDG de Facebook s'apprête à lancer sa crypto-monnaie, une monnaie numérique et chiffrée dont le cours ne dépend d'aucune banque ni d'aucun gouvernement. D'ici à 2020, le Libra ou Global Coin sera un nouveau moyen de paiement. Contrairement au Bitcoin, dont le cours évolue en permanence, la monnaie virtuelle de Facebook resterait stable. Son cours sera cependant indexé sur les cours des 4 grandes monnaies, l'euro, le dollar, le yen et la livre. Elle permettra de payer d'un simple clic tous les partenaires de Facebook, comme Uber, Spotify ou encore eBay. En lançant sa propre monnaie, Facebook risque d'affaiblir le poids des banques et des États qui régulent les marchés. Il deviendra possible d'envoyer de l'argent sans frais à n'importe quel endroit dans le monde, ce qui pourrait favoriser le blanchiment d'argent. Enfin, l'intérêt pour Facebook est d'accumuler de nouvelles données personnelles pour les utiliser ou les revendre, puisque l'intégralité des transactions réalisées avec la Libra seront circonscrites dans des serveurs informatiques. Et on va rentrer dans le détail avec notre invitée ce soir, Nathalie Janson. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante chercheuse à la Neoma Business School et spécialiste des questions monétaires, je le disais. On a vraiment le sentiment que c'est une petite révolution qui est en train de se préparer. Est-ce que vous aussi, en tant que spécialiste du domaine, vous le vivez comme ça? Est-ce qu'on l'a vu venir? Est-ce que vous êtes surprise? Surprise, non, parce que de toute façon, on parlait effectivement depuis pas mal de temps de la possibilité en fait pour un géant comme Facebook d'avoir sa propre crypto-monnaie. Il avait déjà tenté en fait, comme Amazon d'ailleurs, d'avoir ce qu'on appelait le Facebook Coin, comme le Amazon Coin, qui est en fait une monnaie beaucoup plus limitée. C'est pas une crypto-monnaie, c'est juste un moyen de paiement qu'on allait en fait qu'on achetait pour pouvoir faire des transactions. C'est une monnaie en fait à circulation limitée. Donc il y avait une première tentative qui n'a pas fonctionné. Alors c'est pas tellement. Alors il n'y a pas eu. Voilà, ça n'a pas vraiment rencontré sa demande et de toute façon, voilà, ce n'est un substitut monétaire, puisque c'était simplement, voilà, on l'utilisait pour faciliter les transactions entre les personnes qui sont membres d'une même communauté. Eh bien, on allait utiliser cette monnaie, mais elle n'avait pas de prétention, comme la crypto-monnaie, à être en quelque sorte d'aller plus loin. Puisque là, on est dans le cas de crypto-monnaie où effectivement la gestion de la monnaie elle-même sort en fait, s'ajoute en fait à la monnaie officielle. Quel est l'intérêt pour Facebook? Évidemment, tout le monde pense aux données personnelles. Est-ce que c'est ça l'objectif, accumuler les données personnelles? Alors oui, pour Facebook, c'est un peu un sujet voilà, un peu difficile en ce moment. Mais bien évidemment, c'est sur les données, mais ici, c'est surtout sur les profils de dépenses. En fait, c'est ce type de données qui est visé par Facebook. C'est-à-dire Facebook saura qui achète quoi? Exactement. Donc, pour pouvoir vendre plus de publicité, effectivement, là, il frappe encore plus fort puisqu'il va être capable de vendre des données beaucoup plus fines quant au profil en fait, d'achat de ces utilisateurs de Global Coin ou de Libra. Ça veut dire que c'est dangereux pour le consommateur si toutefois il décidait d'utiliser cette monnaie? On peut le voir comme un danger? Alors, comme un danger, je pense qu'aujourd'hui, on voit très bien que nos profils de dépenses sont relativement bien ciblés. Vous le voyez vous-même lorsque vous allez faire vos courses. On vous envoie voilà, des publicités qui, comme par hasard, représentent à peu près votre profil d'achat. Donc, pas d'avantage.
Et est-ce que ça peut prendre vraiment cette crypto-monnaie auprès, j'allais dire, même des Français dont on sait qu'ils sont assez méfiants d'Internet et assez réfractaires à ce genre de changement? Finalement, est-ce que ça peut marcher? Alors, ça peut marcher. Alors là, on prend plutôt une vue de long terme. Alors effectivement, la France n'est pas un bon marché d'attaque. Hein. C'est pas, voilà, par rapport, si on regarde l'utilisation des crypto-monnaies, effectivement, on n'est pas du tout un marché très, très enclin à vouloir l'utiliser. On est très marginal dans les populations utilisatrices. Maintenant, voilà, c'est une innovation. On va voir comment elle se développe et éventuellement, les Français les connaissant, si jamais on voit qu'il y a un intérêt à l'utiliser, peut-être qu'effectivement, on finira par y arriver. Mais ça prendra effectivement du temps. Les premiers concernés, enfin, les premiers intéressés seront sans doute, sans aucun doute, les utilisateurs donc de WhatsApp en particulier, qui sont donc à l'étranger, qui ne sont pas forcément résidents dans leur pays et qui vont pouvoir envoyer des fonds surtout transfrontaliers. Parce qu'en fait, c'est le grand avantage de la crypto-monnaie. Pour le moment, c'est vraiment dans le coût très très faible de pouvoir bouger des fonds au niveau international. Et là, on voit que c'est le monde de la finance qui tremble finalement. Expliquez-nous pourquoi. Alors, le monde de la finance, parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui, toutes les banques de toute façon s'intéressent. Faut savoir que toutes les banques ont quelque part déjà développé des crypto-monnaies en leur sein. Voilà, parce que ça facilite, c'est clairement, l'avantage, c'est vraiment en termes de coût de transfert des fonds. Hein. Donc, vous avez JP Morgan qui a une crypto-monnaie mais interne qui permet le transfert de fonds. Ça fait office en fait de back-office, ça remplace le système interbancaire qui s'appelle SWIFT en fait officiel. Donc c'est pas vraiment une révolution pour eux. En revanche, voilà. Ça les inquiète quand même cette crypto-monnaie. Ça les inquiète parce que bien évidemment le passage c'est celui de l'utilisateur. C'est-à-dire que pour le moment les crypto-monnaies sont quand même confinées à un nombre d'utilisateurs réduit. C'est controversé parce que la seule crypto-monnaie qu'on connaît c'est le Bitcoin. Le Bitcoin qui est un peu différent de la façon dont le nom, c'est pas parce qu'effectivement la monnaie de Facebook c'est une monnaie qu'on appelle donc monnaie stable, la stablecoin, et parce que c'est un moyen directement pour attirer le consommateur puisque sa publicité c'est de dire en utilisant notre stablecoin en fait vous utilisez quelque part aussi la monnaie officielle puisque ce stablecoin il est indexé sur des monnaies officielles. Donc en fait il va avoir une valeur qui sera directement indexée sur ces monnaies officielles. Donc ici, on a un moyen de gagner la confiance des utilisateurs puisqu'on leur dit, écoutez, c'est simplement un moyen digital. En fait, c'est une monnaie, mais au lieu d'être une monnaie physique, on pousse un peu plus loin la digitalisation. Bon, on l'a déjà. Hein, vous êtes peut-être utilisatrice vous-même de Lydia ou de Pubkin, enfin d'autres moyens de transférer des fonds. Voilà, là, on est en fait dans la même logique. Alors, on va un petit peu plus loin parce que c'est de la crypto-monnaie, mais disons que pour le consommateur, ça ressemblera à peu près à ça. Mais cette monnaie de Facebook, elle dérange la finance, elle dérange les États, elle dérange les banques. Sur le plan juridique, Facebook peut complètement librement décider de créer cette monnaie, cette crypto-monnaie, sans qu'aucun État, aucune banque ne puisse contre-attaquer? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de au niveau de la crypto-monnaie, c'est bien comme ça qu'elle est née, hein, puisque le Bitcoin est né totalement, de rien, simplement par la conception en fait d'un groupe d'ingénieurs. On pense que c'est plutôt un groupe que d'ailleurs une personne elle-même, qui voulait en fait venir challenger les monnaies officielles avec comme grand slogan très fort de dire que comme les monnaies étaient mal gérées par les États, eh bien on allait montrer que finalement elles pouvaient être mieux gérées par des algorithmes, puisque finalement le Bitcoin c'est ça, c'est une monnaie en fait qui est gérée par un algorithme. Donc il y a un flou juridique. Donc là effectivement, et donc là Facebook sait qu'il est attendu sur évidemment sur le côté juridique et sur la protection des données et sur l'exposition au hack. Enfin voilà, il sait très bien qu'il est très attendu sur ce sujet. Donc il discute beaucoup avec les autorités. Il faut savoir qu'il discute beaucoup avec les autorités américaines, beaucoup aussi avec la Banque d'Angleterre qui est assez en pointe sur le sujet. Donc s'il le présente demain, c'est qu'en fait il a déjà assuré ses arrières sur le plan Voilà, tout à fait. D'autant plus qu'il a recruté un ex-membre d'une des autorités, je pense, anglaises, pour être certain que la façon dont sera structuré en fait son projet sera tout à fait... Et le risque de détournement, est-ce que c'est la porte ouverte
trafic. Alors justement non, je pense que s'il lance son stablecoin, c'est avec, justement une revendication de ce qu'on appelle knowing your consumers, c'est le KYC. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'en fait on est anti-blanchiment d'argent, c'est-à-dire qu'on est dans la transparence par rapport aux autorités pour faire connaître les transactions. Et je pense que ce sera sans doute ce que fera Facebook, puisqu'il sait qu'il est attendu sur ce sujet. Sachez qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui ont comme principe en fait des monnaies anti-blanchiment. Donc c'est pas vrai, elles sont très nombreuses. Vous savez qu'il y a plus de 1000 crypto-monnaies qui existent, et en fait elles ont toutes en fait des spécificités, et donc ce sera pas la première à vouloir endosser ce type de spécificité. Merci pour votre éclairage, Nathalie Janson. Merci d'être beaucoup. venue nous expliquer un sujet aussi complexe, enseignante, chercheuse à la Neoma Business School et spécialiste des questions monétaires. Merci beaucoup. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Catherine Tricot à Dominique de Montvalon. On va revenir sur les municipales. La République En Marche a dévoilé ses premières investitures dans quelques villes clés. Problème, celle qui n'a pas été annoncée et qui occupe pourtant tous les esprits, c'est Paris. Une fronde anti-Griveaux s'installe doucement, et plus généralement d'ailleurs contre le mode de désignation. La campagne des municipales va-t-elle affaiblir la majorité? On va en parler avec nos invités après les détails de Quentin Calmet. Ce sont les premiers de cordée pour les municipales. 19 candidats investis pour 2020 avec l'étiquette En Marche. Valenciennes, Clichy-sous-Bois, Nevers. Cette première vague était consacrée à des villes aux enjeux faibles. Car ces élections, le parti dit l'aborder avec humilité. Au lendemain des élections municipales, nous voulons pouvoir dire, affirmer, que nous avons multiplié de façon très nette le nombre d'élus locaux que compte la République En Marche aujourd'hui. Aujourd'hui, nous comptons environ 2000 conseillers municipaux. Nous voulons pouvoir dire qu'à minima, nous aurons multiplié par 5 le nombre d'élus municipaux dans les différents conseils municipaux. C'est une première barre que nous nous fixons. Principale interrogation, qui investir dans toutes les villes dirigées par des maires macro-compatibles mais qui n'appartiennent pas au parti présidentiel? Lyon, Angers, Tours, Orléans, Amiens, Nancy. Que faire de ces élus sortants? Le parti entend décider ville par ville. On fera du cas par cas et on regardera quelles ont été les prises de position des maires, tant sur leurs projets municipaux, mais aussi sur les grandes orientations nationales et électorales, et notamment les européennes. On ne va pas leur demander de prendre une étiquette LREM. On a tous un passé politique et des envies différentes, et ça doit être quelque chose qui est libre. En revanche, on va leur demander, s'ils nous le demandent, on va leur accorder un soutien de LREM. Donc, voilà. Et donc ça voudra dire quand même qu'ils s'engagent dans un processus de travail avec la majorité aujourd'hui et pour l'avenir. Une première conférence polluée par une polémique sur le mode de désignation des candidats par une commission interne au parti. À Paris notamment, certains souhaiteraient organiser une primaire face à l'abondance des candidats. Une idée balayée aujourd'hui. Notre formation politique, c'est d'une certaine façon bâtie contre le système de primaire. Et il faut revoir ce que Emmanuel Macron avait dit en 2016 du système des primaires, qui est un système qui, au fond, affaiblit bien souvent les candidates et les candidats qui les traversent. La décision pour Paris sera quant à elle annoncée le 10 juillet. Avec nous pour le match des idées ce soir, Dominique de Montvalon, bonsoir, éditorialiste politique, merci d'être avec nous. Catherine Tricot, bonsoir, éditorialiste à la revue Regard, merci à tous les deux. D'abord un mot des 19 profils choisis pour les villes clés, beaucoup de marcheurs de la première heure, mais aussi des candidats issus des rangs de la gauche, du centre droit. Catherine Tricot, la République En Marche semble poursuivre cette stratégie de recomposition ou décomposition du paysage politique français, mais c'est au niveau local, c'est un peu différent. Oui, enfin en même temps, ça, on peut le comprendre. Les objectifs qu'ils ont annoncés sont assez modestes. Parce que 2000 conseillers municipaux multipliés par 5, ça fait 10 000. Quand il y a presque 1 million d'élus en France, ça fait quand même... L'arrogance, c'est fini. Et voilà, dans leur tête, à mon avis, ils doivent espérer beaucoup plus. Mais enfin, oui, je veux dire, 10 000, ça veut dire que c'est tout petit. En fait, j'ai été frappé comme vous. C'est vraiment très, très modeste, leurs objectifs. Un peu langue de bois, là, quand même. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément, ils font pas forcément des élections municipales l'arme de recomposition politique. Je pense que localement, bien sûr, qu'ils vont essayer de jouer avec ça, mais pour l'instant, ils partent piano. Ah ouais, tout à fait modeste. Vous êtes d'accord, Dominique de Montvalon? Ça veut dire que finalement, ils ne font pas des municipales un enjeu majeur? Ce serait étonnant. D'abord, je pense, ça vaut pour la République En Marche comme pour tout le monde. On sort à peine des élections européennes. Et certes, certains candidats ou candidats à la candidature se préparent, et il faut mieux se préparer un peu à l'avance. Mais on ne sait pas du tout quel sera le contexte politique qui prévaudra lorsque les élections municipales auront lieu.
On ne sait donc pas non plus qui sera vraiment en piste et adoubé. On est dans un entre-deux. Hein, maintenant, comme vous... Ce n'est qu'un début. J'avais été frappé comme vous de la modestie incroyable, mais c'est le nouveau mot-clé dans La République en marche, la modestie incroyable, des ambitions affichées par Stanislas Guerini. Je pense que... Il y a une idée derrière la tête. Non, enfin, il a des ambitions un peu plus fortes qu'il n'affiche pas. Ça contraste un tout petit peu avec leur logo, puisqu'on peut regarder voir leur logo. Je ne sais pas, vous avez vu la République en marche 2020. Et puis, en fait, il y a un petit logo, quand même, en dessous, bleu, blanc, rouge, qui évoque quand même, singulièrement... je sais pas, une sorte d'officialité un peu. Ça vous a pas frappé aussi? Moi, regardez, quand on voit l'arrière-plan... qui monopolise le bleu, blanc, rouge? C'est un tout petit peu, et puis même qui se présente... Tout le monde y a droit. Oui, non, tout à fait. Je dis pas mais ils ont une espèce de neutralité dans l'énoncé de municipal 2020. C'est tout à fait... Mais on dirait qu'on est vraiment dans de la communication très soft. Regardez, La République en marche, on est vraiment... Mais vous et moi, nous nous passionnons... Par tempérament et par devoir professionnel, si je dis les choses comme ça pour ces élections municipales, les Français n'y sont pas quand même. Hein. J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils envoient quand même le temps des vacances. Il y a quand même un message en subliminal qui est de l'installation d'une force nationale et puis qui a un peu le pouvoir, qui s'installe dans le pouvoir d'État. Surtout qu'ils partent de très bas. Il y a quand même une ville qui va poser problème chez La République En Marche, c'est Paris. Hier, dans le JDD, 4 des 6 compétiteurs en lice pour la mairie ont signé une tribune pour contester le mode de désignation. On l'a un peu entendu dans le sujet de Quentin Calmet. Cédric Villani, Hugues Rançon, Anne Le Breton et Mounir Majoubi qui demandent une consultation citoyenne pour départager les candidats. En réalité, tous craignent que Benjamin Griveaux soit désigné d'office par Emmanuel Macron. Une contre-tribune était également publiée hier, mais cette fois dans le Huffington Post, où 15 responsables LREM ont au contraire défendu ce mode de désignation. Gilles Legendre a essayé de siffler la fin de la partie hier sur France 3. Écoutez. Halte au feu. Je trouve que l'affaire est en train de prendre un très vilain tour. Ça ne me plaît pas du tout. Je m'adresse à tout le monde. Je trouve d'ailleurs, et je ne suis pas le seul, les marcheurs de la capitale trouvent aussi que c'est en train de prendre un vilain tour. Notre mode, nous avons tout à fait la possibilité de gagner Paris, mais à une condition, c'est que nous soyons constamment rassemblés jusqu'à l'élection. Notre mode de désignation vise précisément à éviter les guerres fratricides. Catherine Tricot, comment vous voyez cela? On sent que cette élection, ça va semer la zizanie, pour le dire clairement, non? Ce que je pense, c'est qu'en fait, ils sont confrontés, et pas eux seulement, à la question des formes politiques, c'est-à-dire comment on fait pour associer les candidats, évidemment, mais aussi les militants et aussi les sympathisants. Au fond, ils ont le droit de dire que les primaires, ça peut être délétère. D'abord, ça ne l'a pas toujours été. Bertrand Delanoë a gagné face à Jacques Lang, s'il m'en souvient bien, que vrai, tout le monde donnait... J'ai des souvenirs que je partage avec vous. Tout le monde donnait Jacques Lang. C'est vraiment j'entends bien, mais un ce que peu je veux dire, l'ancien monde, mais c'est vrai. Ça a donné la possibilité de faire émerger une personnalité inattendue à l'époque. Tout le monde pensait que ça serait ce gars Lang, ça a été ni l'un ni l'autre. Et finalement, Delanoë, tout le monde en parle encore avec le souvenir d'un grand-mère. Et même pour certains avec nostalgie. C'est vrai. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour s'imaginer qu'on va régler le problème simplement par un comité d'investiture comme il le pense, d'abord, je pense qu'il risque de faire en fait un mauvais cadeau à Griveaux, parce que Griveaux va avoir simplement l'officialité et pas la légitimité. Et je ne suis pas sûre qu'il va partir avec des ailes dans une telle campagne, parce que l'officialité, la légitimité, ça se gagne et ça ne s'octroie pas. On n'est plus tout à fait en régime monarchique avec une onction qui tombe par le haut. Je crois que ça, surtout quand on a reproché longtemps à Emmanuel Macron d'être trop jupitérien. C'est clair. S'il reprend cela pour les municipales, Dominique de Montvalon. Quand Emmanuel Macron a choisi, ou en tout cas adoubé, rappelez-moi. Benjamin Griveaux. Non, la candidate, la chef de file aux européennes. Loiseau. Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, pardonnez-moi, je pensais à... Vous l'avez déjà oublié. J'y reviens tout de suite à Benjamin Griveaux. La démonstration a été faite que ce n'était pas un choix absolument pertinent et sûrement pas le meilleur. Mais attendez, quand même, un petit détail. Il n'y a pas de bonne solution. Il faut trouver ça vaut pour tous les camps d'ailleurs, il faut trouver la moins mauvaise, enfin celle qui peut convenir. Il y a deux choses. La première, c'est que s'agissant de La République En Marche, il avait été décidé que ça ne passerait pas par le biais d'une primaire. Alors aujourd'hui, ceux qui craignent, non sans raison, que finalement Benjamin Griveaux soit choisi, découvre au principe de la primaire des vertus tardives. C'est un peu téléphone et tout ça. Je pense qu'ils vont tous s'entendre finalement. Vous y croyez, vous, à l'entente?
Attendez, alors s'ils ne s'entendent pas... Mais oui. S'ils ne s'entendent pas, non, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on fait monter les enchères. On publie des tribunes, hein, quand même. Non, mais je prends ça très au sérieux. S'ils ne s'entendent pas, c'est le suicide. Et qui applaudira doucement dans la tribune? Les oppositions l'actuel maire de Paris. Mais on n'y est pas encore quand même. Hein. Catherine Tricot. Oui, moi je crois qu'en effet, ils vont probablement leur tordre le bras. Parce qu'ils ont quand même l'intention. Et aussi faire un compromis. Un compromis, ce sera la place que chacun pourra obtenir dans la future équipe. Mais enfin, il faut gagner. Hein. Moi, je pense que ça... C'est pas gagné. C'est pas gagné. Moi, je pense que la maire de Paris, elle a quand même pris sur la durée des options qui la mettent en très bonne position. On peut imaginer que, d'une part, il va y avoir aussi cette explosion de la droite qui va... probablement pour partie conforter La République En Marche, parce que le départ de la chef de file de la droite républicaine au Conseil de Paris est quand même, de ce point de vue, de bon augure pour la REM. Mais en fait, ça déporte quand même un peu plus La République En Marche sur son pôle droit, alors que la ville de Paris... C'est ce qu'il est convenu de dire aujourd'hui. C'est vrai, mais la ville de Paris Anne vote Hidalgo, plutôt à que vous gauche. saluez, non mais j'entends, elle va devoir aussi justifier son bilan, qui n'est pas entièrement négatif, mais pas, loin s'en faut, entièrement positif aux yeux des Parisiens. Et pour ne citer qu'une thématique, mais on aura sûrement l'occasion dans les mois qui viennent d'y revenir, l'endettement de la ville de Paris était une vraie question. Sur quelle base cet endettement s'est-il produit et jusqu'à quand et quelles en sont les conséquences? Bon, je ferme la parenthèse. Il y a des vrais sujets autres que la tête de machin ou la tête de machine. Je pense que les orientations stratégiques qu'a pris Anne Hidalgo sur les questions environnementales, on voit qu'elle a tapé juste et les Verts sont arrivés en tête à Paris. Ce sera un argument qu'elle pourra avancer pendant la campagne. Ceci étant, il lui reste quand même des choses qui sont très problématiques dans son bilan. Moi, je vous rejoins, alors pas forcément sur la question de l'endettement, mais enfin, on est quand même, on est arrivé. Non, mais je ne conteste pas ce point. Ce que je veux dire, je veux en mettre un autre sur la table, c'est le fait que la ville de Paris devient totalement inaccessible aux gens qui travaillent. Voilà, et ça, c'est quand même... Même ce qu'on peut appeler les classes moyennes. Mais tout à fait. Je parle de ceux qui travaillent, c'est-à-dire c'est populaire, ça c'est clair. Allez, on va parler d'un autre parti qui confirme sa stratégie en vue des municipales, c'est le Rassemblement national. Marine Le Pen a lancé un appel. Hier, on appelle d'ailleurs déjà cela l'appel de La Rochelle. L'opération récupération des déçus de LR continue. Écoutez. Je lance un appel vibrant de La Rochelle à tous ceux qui, chez LR, n'ont pas envie d'être embrigadés dans l'armée d'Emmanuel Macron, n'ont pas envie de participer au renforcement d'une politique laxiste, injuste, antisociale. Nous leur disons que nous sommes prêts à discuter avec eux. Nous sommes prêts à mettre en œuvre des plateformes d'action communes. Et nous sommes prêts à le faire dès les élections municipales qui arrivent. Bon, là, c'est l'appel tous azimuts, non, Dominique de Montvalon? De gauche, de droite, d'où que vous veniez, si vous voulez vous débarrasser d'Emmanuel Macron. Ces 25 dernières années, quand il y avait des appels qui étaient lancés de La Rochelle, c'était le Parti socialiste lorsqu'il était dans un état meilleur que celui qui est le sien aujourd'hui. Deuxième chose, je note qu'elle parle de l'armée d'Emmanuel Macron. Quand je l'entendais il y a quelques mois, c'était un petit bataillon qui était sur la défensive et même pire que ça. Donc, bon, alors pour parler plus sérieusement, parce que c'est ça, ils ne sont pas en position de force sur le terrain municipal. Mais bon, alors donc c'est normal qu'elle tende la main ou qu'elle fasse des ouvertures, mais c'est quand même intéressant et nouveau. Et on verra la réponse qui sera donnée ou pas donnée. C'est quand même intéressant à nouveau, de la part de l'ex-Front National et aujourd'hui le Rassemblement National, de l'idée qu'il puisse y avoir un compromis, qu'il puisse y avoir une coalition. Je le note, mais la balle est dans le camp de la droite, ou dans ce qu'il en reste. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Là, ils sont au pied du mur. Oui, en fait, ce que je note, c'est qu'elle ne fait pas un appel directement au parti républicain. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... électeurs. Oui, plus que ça. Elle fait appel, je pense, aux candidats.
C'est-à-dire qu'en fait, cette stratégie de la République en marche, d'aller vers une absorption de la droite, ça veut dire qu'il va y avoir dans de nombreuses villes, y compris celles que l'on a vues tout à l'heure, qui sont des villes de droite et que la République en marche s'apprête à soutenir, il va y avoir un certain nombre de mises à l'écart, d'élus sortants qui vont se retrouver sur le carreau. Et que cela, il va falloir, elle leur dit, mais venez, vous êtes les bienvenus. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de faire sur le terrain des alliances, c'est-à-dire qu'elle en a pris un pour l'instant, elle a pris un Mariani. Bon, mais maintenant, c'est pas un Mariani qu'elle veut. Elle en veut plein. Une armée de Mariani. Elle veut une armée de Mariani, exactement. Et je pense je pense que la stratégie d'élargissement de la République en marche, c'est-à-dire de vouloir adouber, de vouloir faire des alliances avec la droite, va laisser partir. Oui, en fait, il y a pas mal de monde vers le Rassemblement national. Des élus sortants, des gens qui ne sont pas d'accord pour s'allier avec la République en marche et qui n'ont pas les moyens éventuellement de construire. Mais il y en a pour il y a des gens à droite qui n'ont pas envie de dialoguer avec Marine Le Pen. Mais ce que vous décrivez, sous cet angle-là notamment, je vous rejoins complètement, ça va être la poursuite de la restructuration, parce ce qu'elle souhaite, ce qu'elle appelle de ses voeux pour ses propres intérêts, c'est la poursuite de la restructuration telle qu'on l'a vu spectaculairement au travers du résultat des européennes. Alors, mais là, c'est elle qui joue la stratégie de c'est ou Macron ou c'est moi. Là, pour le coup, le système binaire. Avant aussi, elle n'était pas mécontente elle prétendait que c'était Macron, enfin certains prétendaient que c'était Macron qui avait imposé mais elle n'était pas mécontente d'apparaître comme l'opposante. Aujourd'hui, elle essaye d'en tirer les fruits. On va voir dans ces élections municipales qui sont quand même on n'y est pas encore. Dans les têtes, on n'y est pas encore. Dans les organisations. Et puis, en plus, les modes de scrutin sont quand même très différents. Il y a des sortants, enfin même à Paris, on n'élit pas le maire au suffrage universel et tout. Mais on va voir si, oui ou non, se poursuit la restructuration de la scène politique ou s'il y a des coups de frein. Ça peut être aussi des coups de frein, voire des marches arrière. Il y a un enjeu fort là. Alors, vous dites on n'y est pas encore. Moi, je suis d'accord avec vous. En tout cas, pour les électeurs, c'est tout à fait vrai. Je parlais des électeurs. Voilà, mais comme on le disait tout à fait au début de l'émission, il y a quand même 1 million d'élus locaux. Ça veut dire qu'il y a déjà 1 million de personnes qui ont commencé à se poser la question de... Et puis, il y a tous ceux qui, s'il y a les 1 million d'élus locaux, il y a tous ceux qui ont déjà l'intention, au moins, on multiplie par 2, ceux qui ont l'intention de briguer un mandat, d'être... Oui. Voilà. Donc, ça commence à faire un peu de monde que ça préoccupe, cette question des élections municipales et de comment on va faire... Alors, évidemment, un des enjeux, moi je crois que ça peut être un marchepied pour Marine Le Pen pour sa crédibilité. Ça peut être une possibilité pour La République En Marche de renouer avec le terrain parce qu'il plane quand même un peu à 15 000, n'est-ce pas? Mais il y a un gros enjeu, à mon avis, pour la gauche dans cette affaire. C'est-à-dire que ou bien... Il faut quand même qu'on en parle. Ah oui, un tout petit peu. Non, mais attendez, je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Mais tout la à fait, gauche, on va en parler après. Où est-elle, la gauche? La gauche, il va y avoir une question, c'est est-ce qu'elle est capable de surmonter ces divisions, c'est-à-dire pas de les annihiler, parce qu'il y a en effet des sensibilités différentes au sein de la gauche. Je pense que ceux qui voudraient avoir une attitude hégémonique, d'abord, je ne sais pas si quelqu'un a les moyens aujourd'hui d'avoir une politique hégémonique, mais en tout cas, il va bien falloir qu'il trouve des bases d'entente, et je pense quand même autour de la question écologique, de la question de l'égalité dans les territoires, de l'accès au logement, etc. On a vu chacun pour sa chapelle. Absolument, et du coup, ils sont laminés, ils ne comptent pour rien. C'est pas le seul problème pour la gauche, mais c'est quand même indiscutablement, c'est cuit si ça continue comme ça. C'est clair. Il y a une antériorité, parce qu'en fait, il y a quand même maintenant des décennies de collaboration entre les forces de gauche dans les conseils municipaux. L'autre question, moi, que je vois comme question émerger, et je ne sais pas si elle émergera, mais c'est la question des intercommunalités, des territoires. Est-ce que ça va venir comme sujet ou est-ce qu'on va rester encore simplement au strict débat municipal? Et on en parlera très probablement. On va juste passer au 3e chapitre, puisque effectivement, ça concerne un petit peu la gauche. C'est cette autre actualité politique, le RIP, référendum d'initiative partagée. La collecte de signatures a été lancée jeudi dernier pour empêcher la privatisation d'Aéroports de Paris. Impossible de savoir combien il y a de signataires. Je me suis rendue sur le site, ce n'est pas indiqué. On sait en revanche qu'il faut 4,7 millions de signatures. Ce n'est pas gagné. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, en a conscience, mais ce n'est pas là l'intérêt de la démarche. Écoutez. 4,7 millions de signatures, ça n'est jamais arrivé sur aucune pétition, y compris des pétitions qui se signaient simplement avec son pseudo. Donc ce sera difficile, mais il faut aussi que chacun comprenne que chaque signature va avoir une vraie portée.
1 million de signatures, 2 millions de signatures, 3 millions de signatures, c'est un fait politique en soi. Et ça va donner conscience d'un rapport de force. Et ça va obliger le gouvernement à considérer qu'il n'est pas en terrain conquis et qu'au fond, les Français n'en ont que faire et laisseront tout passer, comme ils ont laissé passer en 2005 les autoroutes. Il a raison, Dominique de Montvalon, finalement, peu importe si on n'atteint pas les 4,7 millions, c'est installer un rapport de force. Enfin, il a raison, en tout cas, il a tout à fait raison de dire que s'il y a 2, 3 millions, voire plus de signatures, ça comptera, ça pèsera. Mais enfin, je me permets, au passage, de lui dire que ce qui reste surprenant, c'est quand même l'étrange coalition qui s'est nouée entre la gauche et la droite. Oui, et l'extrême droite. Pour propulser ou pour tenter de propulser ce référendum anti-privatisation d'aéroports de Paris. Ça reste quand même, lorsque on parlait des municipales en souhaitant, d'un point de vue d'un autre, d'un troisième, que les choses soient claires, se précisent, ça reste quand même une situation ambiguë. Mais par rapport à la question initiale, je ne m'égare pas. C'est vrai que s'il y a 2-3 millions ou plus, actuellement, de signataires et des vrais. Ce RIP a un intérêt symbolique. C'est pour ça qu'on surveille, c'est pour ça que tout est surveillé. Ça a du sens. Ça a du sens. Moi, je la trouve un peu étrange quand même, cette déclaration, parce qu'on est tout à fait au premier jour. On a vu même qu'il y avait des bugs au démarrage. Donc, on est tout à fait au premier jour. Je pense que l'objectif, c'est d'avoir les 4,7 millions de signatures. Oui, vous voulez dire que vous étiez frappé qu'il mettait la barre lui aussi. Oui. À 2-3. Là, pour le coup, il n'est pas assez ambitieux. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... Enfin, je veux dire, toutes les partis de la gauche et de la droite et de l'extrême droite, tout le monde, en dehors de La République En Marche, est parti pour rassembler 4,7. Moi, je trouve ça étrange. Est-ce que par hasard, il ne serait pas... par avance un peu encombré d'une hypothétique réussite de la collecte des signatures. Parce qu'à ce moment-là, oui, mais ça peut paraître paradoxal, mais il faudra quand même expliquer. Elles viennent d'où? C'est de la France Insoumise, du Rassemblement National, du Parti Socialiste. Ça le gênerait d'être associé à d'autres. C'est quand même étrange. Moi, ce que je pense, c'est que justement... Il nous reste 30 secondes. Ce qui est assez étrange aussi dans son argument, c'est qu'il dit que c'est un rapport de force avec le pouvoir. Alors que moi, ce que je pense, c'est que si on veut avoir 4,7 millions, il faut rester... sur le sujet. Eh ben oui, il faut rester sur le sujet. Il faut y aller, peu importe. Moi, je ne le trouve pas très adroit, là, sur ce coup-là. À gauche, mais pas très adroit. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. On va plus loin, continue. Place à notre grand débat. #OVPL si vous avez envie de réagir à l'émission. On va s'arrêter sur ce séminaire autour du maintien de l'ordre organisé aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Une quinzaine d'experts étaient conviés, français mais aussi étrangers. L'idée étant de faire évoluer les méthodes, de s'inspirer peut-être de nos voisins européens. Comment gérer les manifs violentes, comment éviter les bavures, comment éviter les saccages. La crise des gilets jaunes a créé un précédent. C'est ce que nous explique Cécile Sixou. Mars 2016, les manifestations contre la loi travail tournent à l'affrontement avec la police. Une scène répétée quelques mois plus tard lors du démantèlement de Notre-Dame-des-Landes. Mais surtout ces 7 derniers mois avec la crise des gilets jaunes. Les manifestations qui tournent mal sont devenues fréquentes et maintenir l'ordre de plus en plus compliqué pour les forces de police. Elles doivent faire face à de nouveaux phénomènes comme l'augmentation des manifestations non déclarées, mais aussi la hausse des violences dues par exemple aux groupuscules type Black Bloc qui infiltrent les mouvements. Autre changement, l'usage des réseaux sociaux qui permet de détourner les dispositifs des forces de l'ordre. Et enfin, l'hypermédiatisation des événements suivis par les chaînes d'infos en continu. Même si la loi a évolué ces derniers mois avec le texte anti-casseurs voté en avril, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a tout de même souhaité engager une réflexion sur le maintien de l'ordre pour que les forces de terrain soient plus réactives, mobiles et autonomes. Et avec nous pour le grand débat dont on va plus loin, Hervé Kempf, bonsoir, rédacteur en chef à Reporter, bienvenue. Denis Jacob, bonsoir, bienvenue à vous. Secrétaire du syndicat alternatif Police CFDT. Marion Guémas, bonsoir, responsable du programme Police-Justice de l'ONG Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture. Et je précise tout de suite pour nos téléspectateurs qui se poseraient la question, nous avions invité un responsable de La République En Marche qui a finalement annulé sa venue quelque temps avant l'émission. Donc nous faisons ce débat à 3. Merci à tous les 3
crois, d'être ici. Ce séminaire, vous le voyez comment, Hervé Kempf? Après des mois explosifs, l'idée de réfléchir à froid pour changer les méthodes en profondeur, peut-être même la doctrine. Est-ce que vous nous dites pourquoi pas? La démarche est saine. Comment vous réagissez à l'organisation de ce séminaire aujourd'hui? Que mieux vaut tard que jamais. Pour ce que j'ai compris de sa composition, elle est un petit peu décevante parce que pas assez large. Et par Parler ailleurs, des experts? Oui, des experts. Et par ailleurs, ce qui a explosé cette année, en quelque sorte, en matière de gestion extrêmement brutale de l'ordre public, enfin de l'ordre public en termes de manifestations, est connu depuis longtemps, est connu au moins depuis 2016, avec les manifestations contre la loi travail. Et ce travail aurait pu être fait avant. Donc je le déplore beaucoup. Et ce que je déplore aussi, c'est qu'il y avait un certain nombre de faits graves qui ont été attestés depuis 6 mois et qu'il y avait un certain nombre d'actions qui auraient pu être prises avant. Là, on se projette encore dans l'avenir, faisons-le. Espérons vraiment qu'un certain nombre de points, notamment l'interdiction de l'usage du LBD, du lanceur de balles de défense et de grenades explosives comme la GLIF4, soit rapidement interdite. Denis Jacob, comment vous la voyez cette démarche? C'est vrai qu'il y a un petit peu polémique autour des experts qui ont été convoqués aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Alors, de mémoire, il y a un ancien patron du RAID, le procureur adjoint de Paris, un sociologue, un général, 2 journalistes. Est-ce que ça vous semble être un casting à la hauteur, suffisant pour parler de ces questions et faire évoluer la doctrine? Alors, ce séminaire, j'espère que c'est un point de départ à l'ouverture de discussions, parce qu'il faut quand même prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé ces derniers mois, de voir l'évolution des mouvements sociaux particulièrement violents et voir comment on peut adapter cette doctrine d'emploi. Donc, si c'est l'ouverture de discussions à venir par le biais d'un grand séminaire, pourquoi pas? Moi, je m'en félicite. Ça fait 6 mois que je demande à ce qu'on adapte le maintien de l'ordre. Ça fait 6 mois que je demande à ce que les moyens mis à la disposition des policiers soient adaptés. Ça fait 6 mois que je demande à ce que la formation des policiers qui ne sont pas des CRS et qui sont intervenus sur les théâtres des manifestations des Gilets jaunes puissent avoir une formation initiale et continue sur le maintien de l'ordre. Mon organisation syndicale Alternative Police appartient à la CFDT qui a fait une tribune ce week-end avec d'autres syndicats sur comment réinventer la police. Mais pour réinventer la police, il faut faire participer les acteurs de terrain que sont les policiers et les gendarmes, puisque seul un vrai retour d'expérience de ce qu'on a vécu au quotidien permettra de ne pas se tromper dans les solutions qui vont être présentées par le politique dans quelques semaines ou quelques mois. Marion Guémas, comment vous la voyez, vous, cette démarche? Vous la trouvez, vous, là aussi, un point de départ, quelque chose de suffisant, à condition que ça débouche sur quelque chose? Alors disons que sur la prise de recul, même si effectivement les manifestations sont un peu calmées ces dernières semaines, on n'a pas non plus un recul énorme sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Et effectivement, j'espère que c'est que le début d'une concertation, parce que quelques heures sur une journée avec effectivement des personnes dont on peut, enfin voilà, sur lesquelles on peut s'interroger, ça paraît un peu court. Surtout alors les résultats devraient être publiés, d'après ce qu'a dit Christophe Castaner, donc on espère que ce sera le cas. Mais je suis un peu sceptique, voilà, sur qu'est-ce qu'un séminaire d'une journée, vu l'ampleur du sujet, peut effectivement donner. Parce que ce qui peut inquiéter, et on le lit un peu partout, c'est que la doctrine du maintien de l'ordre a déjà évolué, vous allez me dire si je me trompe, Denis Jacob, pendant les manifs des Gilets jaunes et plutôt vers un durcissement. Je rappelle que le préfet Delpuech a été limogé après la journée du 16 mars et vous avez vu comme moi les chiffres sur l'usage des LBD et des grenades de désencerclement en 2018. Ils ont explosé, regardez, plus de 100%. Avant même ce séminaire, est-ce qu'il n'y a déjà pas eu une rupture dans les stratégies du maintien de l'ordre et des méthodes plus dures ? Alors, il y a eu une rupture, c'est évident, parce que le maintien de l'ordre que l'on connaît dans notre pays jusqu'aux manifestations des Gilets jaunes, c'était un maintien de l'ordre qui a été établi depuis des décennies, qui consistait à maintenir à distance les manifestants. Il n'y avait pas de contact et surtout pas de visuel. On était souvent dans des rues adjacentes, perpendiculaires au déroulé d'un cortège de manifestations, justement pour éviter que notre présence soit interprétée comme de la provocation. Sauf que là, on se trouve confronté à un nouveau type de mouvements sociaux. Et je le dis moi depuis, monsieur le disait tout à l'heure, en 2016, on avait déjà tiré le signal d'alarme quand on avait eu les premiers heurts avec les Black Blocs à l'occasion des manifestations contre la loi travail. On avait dit, attention, il va falloir penser à redéfinir la doctrine du maintien de l'ordre parce qu'elle n'est plus adaptée au type de mouvements sociaux auxquels on est confronté. Et les Gilets jaunes ont confirmé cela. Oui, par un contact physique direct. Et quand vous avez des moyens de défense qui sont donnés aux policiers ou aux gendarmes pour tenir à distance des manifestants et que vous les utilisez avec des personnes avec qui vous êtes en contact direct, ben, malheureusement, il se passe ce qui s'est passé, à savoir qu'on a eu des blessés,
que nous on appelle des dommages collatéraux. Pour être clair, quand on voit les plus de 100%, vous nous dites, là on n'avait pas le choix, on a été face à une forme d'insurrection, quelque chose qui... Alors oui, on a eu une situation insurrectionnelle le 1er décembre et le 8 décembre, il faut pas se voiler la face, on était dans un mouvement d'émeute, et de nombreuses situations. Alors, je ne minimise pas ce qui s'est passé, que les choses soient claires, je ne veux pas qu'on interprète mes propos, mais il y a eu des blessés, c'est regrettable, mais on a eu beaucoup de situations où soit c'était l'usage du LBD, soit c'était l'usage de l'arme de service. On a eu beaucoup de situations dans le cadre de la légitime défense qui auraient pu justifier l'utilisation de l'arme de service. Fort heureusement, mes collègues... Donc à balles réelles. Ben oui, à balles réelles. Donc mes collègues, malgré tout, ont fait preuve, comme d'habitude, d'un très grand professionnalisme et d'un très grand sang-froid. On ne peut que regretter tous les blessés, bien évidemment, malheureusement, qui ont eu lieu. Et si je peux me permettre, juste préciser, les grenades de désencerclement, ça peut faire l'objet d'un débat. Nous, on est ouvert à tout. Adapter les moyens non létaux, on y est prêt, il n'y a pas de souci. Mais quand on a l'inconscience de ramasser une grenade, on va quand même pas aller dire que c'est une violence policière, quand même. Hervé Kempf. Je crois qu'il y a peut-être un point d'abord qu'il faut peut-être éclaircir tout de suite, c'est que Monsieur Denis Jacob est là et vous représentez un syndicat de police et des fonctionnaires de police et il n'y a aucun souci là-dessus. Je crois qu'il faut quand même rappeler que le maintien de l'ordre, particulièrement en France, est une donnée politique. C'est géré politiquement, c'est décidé politiquement. D'ailleurs, à la différence d'autres pays, par exemple dans l'Allemagne, où quand il y a une manifestation, ça va être les directeurs de la police. Je ne sais pas le nom que ça porte en Allemagne, mais ce n'est pas le ministre qui a. Donc la doctrine reste la même. Voilà. Oui, mais c'est très important. Ça veut dire qu'en France, c'est quand même une décision politique. Donc, par exemple, des citoyens ou des citoyennes qui ne seraient pas d'accord avec la façon dont le maintien de l'ordre a été mené, ne se tourneraient pas forcément contre vous, contre des policiers, mais diraient c'est monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est monsieur le préfet de police nommé par le ministre, etc. Donc ça, c'est un premier point très important. Donc c'est déjà, par exemple, tout à fait déplorable qu'un député de la majorité présente ne soit pas là. Il a eu un empêchement. Bon, d'accord. Et les autres n'ont pas pu répondre. Bon, alors dans ce cas-là, ça arrive. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci, je ne veux pas polémiquer. Mais ça, c'est un premier point à insister. La deuxième chose, c'est la gravité des blessés. C'est évidemment qu'il y a eu des situations qu'on va qualifier d'insurrectionnelles, je ne sais pas si c'est le terme juste, mais enfin, évidemment, des choses extrêmement graves. Mais si on regarde le nombre de personnes blessées, et notamment des blessures très graves, c'est pas être blessé seulement, c'est avoir des yeux éborgnés et non pas des atteintes à la vie, à la vision, mains arrachées, comme disait Monsieur Nunez, le secrétaire à l'Intérieur. Et quand on regarde qui sont ces gens, on voit que très souvent, c'est vraiment des personnes qui manifestaient presque par hasard, enfin pas par hasard, elles savaient pourquoi elles étaient là, mais qui n'étaient pas des personnes dont on a pas des complices de casseurs, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Et donc là, on sent qu'il y a eu quand même un usage tellement généralisé. Je ne dis pas que dans certains cas, l'emploi de telle ou telle arme n'est pas nécessaire. Je ne suis pas spécialiste de maintien de l'ordre et on peut déplorer des choses. Mais voilà, la réalité est là. Mais on a l'impression qu'il y a eu un tel déchaînement, et vous avez rappelé le chiffre, que là, il y a eu une indiscrimination. Et dont vous n'êtes pas forcément les policiers. Je vous laisse répondre quelques secondes et Marion Guémas. J'entends bien évidemment, et je me répète, il n'est pas question de nier la gravité des blessures qui ont pu avoir lieu. Mais de là à aller dire que c'est des actes volontaires de la part des policiers de viser telle ou telle personne, non mais c'est ce qui est dit globalement depuis le début, qu'il y a une volonté délibérée de blesser telle ou telle personne et que c'est forcément des violences policières. Je comparerai juste tout ce qu'il y a eu comme mouvements sociaux à côté et pour lesquels il n'y a eu aucun heurt, aucun souci, ne serait-ce que la manifestation des infirmiers la semaine dernière. Je pense qu'un point qui est intéressant dans le séminaire qui est organisé aujourd'hui, en tout cas dans le dossier de presse que j'ai trouvé un peu inquiétant, c'est qu'il n'y avait pas de réflexion a priori sur les armes utilisées et le nombre de blessés. Alors que voilà, et puis pour le coup, ça a quand même fait largement débat ces derniers mois. Et je pense que c'est une préoccupation qu'il faut garder en tête. Effectivement, on dote les forces de l'ordre d'armes. C'est pas les policiers qui décident de quelles armes ils ont effectivement sur le terrain. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir parce qu'avant, il y avait certaines armes qu'on n'avait pas. Et on faisait quand même du maintien de l'ordre. Certains pays n'utilisent pas certaines armes que l'on utilise en France. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ces armes-là, sur leur réelle dangerosité, puisqu'on voit maintenant qu'il y a de plus en plus d'affaires que certaines armes sont en réalité bien plus puissantes que ce que le fabricant annonce, que ce que aussi le ministère donne comme information aux policiers, aux gendarmes sur place. Je pense je pense qu'il y a vraiment besoin de réfléchir à ces armes-là. Quelles armes on utilise, quelles armes on donne aux policiers, dans quelles conditions ils peuvent les utiliser. Le LBD, voilà, on en a beaucoup parlé, il n'était pas censé être utilisé pour du maintien de l'ordre à l'origine. C'était vraiment dans des situations exceptionnelles. C'est ce qui se passe dans d'autres pays aujourd'hui. Il y a une normalisation, vous voulez dire, une arme qui est devenue indispensable malheureusement. Et je pense qu'il faut réussir à prendre du recul sur pourquoi finalement cette arme est
visiblement devenu indispensable sur le terrain. Le lanceur de balles de défense était déjà prévu dans la doctrine du maintien de l'ordre, mais de garder à distance des personnes. Alors, l'utilisation à 40 mètres et l'utilisation à 10 mètres, c'est quand même pas le même effet. Donc, on le dit très clairement. Il y a peut-être une inadaptation des moyens non létaux. Moi, j'ai proposé, au titre de mon syndicat, la généralisation de l'utilisation des canons à eau, l'utilisation des véhicules allemands avec des sonos très puissantes, parce qu'il y a une incompréhension des manifestants quand on fait des ordres de dispersion, il faut le dire, donc tout le monde n'entend pas correctement les instructions que l'on donne quand on veut disperser. Mais sur les armes non létales, je tiens quand même à préciser que malheureusement, ça fait aussi de la culture de notre pays, qu'à chaque fois qu'il y a un souci avec une arme non létale, ça fait polémique. On a eu le débat avec les tasers, où on a eu malheureusement des personnes qui sont décédées parce qu'elles avaient fait des arrêts cardiaques, mais parce qu'elles avaient un antécédent cardiaque. On a mis en cause les matraques télescopiques, notamment dans le cadre de l'affaire Théo. C'est intéressant que vous disiez ça parce qu'effectivement, on veut ouvrir une deuxième partie sur ce qui est un peu aussi à Arros sur les forces de l'ordre. Un débat s'est ouvert ces dernières heures sur l'expression violence policière. Cet après-midi, lors du séminaire, et hier, dans le JDD, Christophe Castaner a été très clair. Je n'accepte pas l'expression violence policière, dit-il. Les procédures sont peu nombreuses au regard des 50 000 manifestations qui ont eu lieu depuis le 17 novembre 2018. C'est vrai qu'il y a des affrontements. N'oubliez pas que 1900 policiers et gendarmes ont été blessés. Une déclaration qui va dans le sillage de celle de la patronne de l'IGPN, dans le Parisien. Je réfute totalement le terme de violence policière, explique-t-elle, ce qui, selon elle, n'empêche pas une remise en question de la police. Écoutez. C'est une réflexion globale qu'il faudra faire et on n'y échappera pas, ça c'est clair. Hein. On ne peut pas, ça veut dire c'est terminé, on passe à autre chose. La police nationale d'ailleurs ne fonctionne pas comme ça. On fait toujours des rétextes sur ce qui s'est passé. Là, c'est vrai que c'est un mouvement d'une ampleur inégalée, jamais connu pour la police nationale, et ça méritera effectivement une réflexion comme on va le faire pour le schéma national de maintien de l'ordre. C'est intéressant parce que tout à l'heure vous disiez, Hervé Kempf, finalement c'est le politique qui décide et la police qui subit, et on s'aperçoit que ça retombe quand même toujours un peu sur les policiers. Oui, et ça pose un vrai alors problème. qu'elle est en train d'essayer de vouloir évoluer. On va le supposer, je l'espère, on le souhaite, mais je pense qu'effectivement, il y a, là, une fois de plus, il y a un problème politique. Alors, 2 points très rapides. Oui, bien sûr. Quand M. Castaner dit la déclaration que nous avons écoutée, en fait, il a dit pour présenter son séminaire aussi, on va avoir une réflexion sur ce que certains appellent les violences policières. Oui, il refuse le terme. Oui, mais on tourne autour du pot, c'est-à-dire qu'on va appeler une réflexion sur que certains appellent violences policières, c'est-à-dire que lui ne s'est pas nommé ce que tout le monde, on peut le regretter, appelle violence policière et peut-être même pour être pas sûr que Denis Jacob ait envie d'appeler cela des violences policières. On est sur un point juridique. Alors moi, je suis pas avocat, mais si vous voulez, les policiers et les gendarmes utilisent la force proportionnelle, donc ce qu'on appelle une violence légitime, et puis les manifestants n'ont pas les mêmes droits que les policiers. Et là, eux font preuve de violence illégitime. Mais quand on dit qu'il y a eu des violences policières, mais qui a chargé qui dans ces manifestations? C'est quand même pas les policiers qui sont allés d'initiative matraquer les manifestants. C'est des manifestants, enfin pas des manifestants, des casseurs, parce que je fais le distinguo entre la grande majorité des Gilets jaunes qui voulaient manifester pacifiquement et ceux qui se sont infiltrés à ces manifestations uniquement pour s'en prendre aux policiers et ce qu'ils représentent, à savoir l'État. Donc, mais c'est quand même bien des individus qui ont chargé la police, et quand on nous demande de rétablir l'ordre, puisqu'on est là pour rétablir l'ordre et la paix publique, eh bien, on charge et on essaye d'interpeller les fauteurs de troubles. Et malheureusement, là-dedans, il y a des manifestants qui sont entre la police et ces casseurs et qui font l'objet de dommages collatéraux. Pourtant, ça porte préjudice à l'image des policiers. Regardez ce que nous dit Christian Moana, sociologue et chercheur dans le journal 20 minutes. Les manifestants pensent que la police n'est pas là pour les protéger, mais constitue une menace, que manifester représente un risque. Vous le ressentez? Vous êtes d'accord avec ça? Alors actuellement, la CAT mène un travail de documentation justement sur les questions de maintien de l'ordre. On examine, c'est un des points justement qu'on essaye de voir, dans quelle mesure aujourd'hui les pratiques de maintien de l'ordre au sens large, c'est-à-dire que ce soit les armes utilisées, les pratiques judiciaires, etc., peuvent constituer pour certaines personnes un obstacle à le fait de se trouver sur la voie publique, que ce soit parce qu'on manifeste ou parce qu'on est à proximité. Dans quelle mesure on va réfléchir à 2 fois à aller à une manifestation parce qu'on a peur pour son intégrité, y compris quand on n'est pas casseur. Et c'est une vraie inquiétude aujourd'hui. Alors il y a ce basculement effectivement au niveau de leur travail qui est à peu près identifié par tout le monde et qui s'est vraiment accentué aujourd'hui. Pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, la police a le droit d'utiliser, enfin, donc police, gendarmerie, ont le droit d'utiliser la force. Mais voilà, il y a des critères à respecter. Il y a quand même des vidéos, alors avec toutes les
la précaution qu'il faut prendre avec les vidéos, puisque c'est qu'un moment et on n'a pas le début, on n'a pas après, il y a quand même des situations où on a l'impression qu'il y a un usage disproportionné. Je pense que c'est ça qu'on entend par violence policière. Effectivement, il ne faut pas caricaturer et dire que par principe, tout acte de violence est une violence policière, puisque, bien évidemment, la loi est du côté des policiers de ce côté-là. Reste que les principes n'ont, je pense, pas toujours été respectés. Je vous rejoins. Et je pense qu'une vraie inquiétude, c'est que l'IGPN, alors j'ai plus les statistiques exactes, parce que moi, j'ai pas le rapport. 265 enquêtes en cours. Et avec une proportion conséquente d'affaires où il n'y aura pas de suite judiciaire, notamment parce que les policiers n'ont pas pu être identifiés. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Sur 50 000 manifestations qui ont eu lieu depuis le 17 novembre 2018, précise Christophe Castaner. Oui, bien sûr. Et après, il faut bien aussi avoir en tête que tout le monde ne va pas porter plainte. Toutes les personnes qui ont pu être blessées, y compris lorsque c'était une violence qui était disproportionnée de la part des forces de l'ordre, n'iront pas porter plainte. Donc, les chiffres, on les a pas, les vrais chiffres de personnes blessées. Oui, une question, une précision. Et je suis très content qu'on discute là sereinement et avec beaucoup de courtoisie, en réfléchissant. Tout à fait, c'est pour ça qu'on est très heureux de venir. Comment dire ? Et vous êtes spécialiste de maintien de l'ordre, vous connaissez même beaucoup mieux ça que moi, par exemple. Il y a quand même une différence entre des gendarmes et des CRS qui sont très bien formés. On juge après ce qu'on peut, mais qui sont formés au maintien de l'ordre, etc. Et d'autres unités qui sont soit des unités civiles qu'on revêt d'un uniforme de Robocop, comme le disent les gens communs, des BAC, les brigades anticriminalité, qui ne sont pas du tout formées au maintien de l'ordre parce qu'elles sont habituées à agir dans d'autres, et avec beaucoup de violence là, dans d'autres secteurs. Les détachements d'action rapide qui ont été créés pendant ces mouvements par monsieur Castaner. Et par exemple, si on regarde le chiffre de balles de LBD qui ont été lancées, on sait en tout cas pour la police qu'un relativement petit nombre a été lancé par les CRS et qu'en revanche, un très grand nombre a été lancé par les BAC et les DRA. Lié au profil de ceux qui se sont servis de ces armes. Ils ne sont pas formés pour le faire. Ils l'ont fait souvent dans des conditions très graves. Et vous disiez, c'est pour ça que je ne voulais pas reprendre, mais certes, des manifestants n'ont pas été visés. Il semble, et on a beaucoup de témoignages, vous l'avez rappelé, par des vidéos et d'autres. Il y a des images aujourd'hui. Il y a eu des tirs tendus on vise des gens et qui ne sont pas forcément des casseurs. Et puis, petit point aussi, et je rebondis un petit peu à ce que vous avez dit, par exemple, le nombre de fois, normalement, les policiers doivent porter un matricule, doivent respecter un certain nombre de règles. Le nombre de fois où on n'a pas ce matricule, où on n'a pas de respect apparent des règles de déontologie ou de discipline de la part des policiers est très préoccupant parce qu'après, il n'y a plus de recours possible. Et d'une certaine manière, je finis là-dessus, pardonnez-moi, ça donne à certains policiers qui ne se comportent, à mon avis, pas bien, une sorte de licence pour faire un petit peu n'importe quoi. Et nuit aux autres policiers. Et ça nuit, du coup, à l'image de l'ensemble des policiers. Alors après, les policiers, ce sont des gens responsables, donc ceux qui prennent l'initiative de ne pas porter leur numéro d'identification, c'est de leur responsabilité. Les compagnies CRS sont marquées sur leur tenue, donc de toute façon on peut, et puis leurs véhicules aussi, donc ils sont identifiables. Là où je vous rejoins, c'est effectivement sur ce qu'on appelle les effectifs de sécurité publique, dont fait partie les BAC, qui elles n'ont pas été formées au théâtre du maintien de l'ordre, mais plutôt à des situations de violence urbaine, puisqu'elles interviennent plus régulièrement dans les cités difficiles. On leur a donné comme seul moyen de protection, parce qu'ils n'ont pas de protection comme les CRS, on leur donne un casque, un petit bouclier, et le seul moyen de défense qu'ils ont, c'est le flashball, enfin le lanceur de balles de défense. Ils ne sont pas en unité constituée avec de la protection, comme ça peut être le cas pour les CRS. Et donc, je l'ai dit en préambule de cette émission, qu'il fallait effectivement revoir la formation de tous les policiers, qu'elle soit initiale et continue, parce qu'on va avoir, je pense, malheureusement, de plus en plus de mouvements sociaux de ce type, et qu'il va falloir qu'on y fasse face, et que les CRS seuls ne pourront pas être sur, vous le disiez, il y a eu 50 000 manifestations, et bien quand il faut répartir l'ensemble des forces de sécurité sur le territoire national, eh bien on risque de se trouver à un moment ou à un autre avec des gens qui ne sont pas formés. Mais parce que la révision des politiques publiques de Nicolas Sarkozy a fait qu'on a eu 2000 CRS en moins. Alors, dans ce séminaire organisé au ministère de l'Intérieur ont été conviés des intervenants étrangers, je vous le disais, néerlandais, espagnols et allemands. Christophe Castaner ne s'interdit pas de s'inspirer de certains de nos voisins. Je voudrais qu'on l'écoute. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai souhaité mener une réflexion résolument portée vers l'international. Et je remercie tous les représentants des délégations étrangères qui ont bien voulu se joindre à nous. En Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, les mêmes défis existent et nous devons y répondre. Et inspirons-nous de bonnes pratiques, partageons-les. Le ministre de l'Intérieur cite donc l'Allemagne. Alors regardons ce qui se passe là-bas. La philosophie de base, c'est la désescalade. Écoutez.
Notre objectif est toujours la désescalade, car il n'y a rien de mieux pour des manifestants violents que d'avoir en face d'eux des policiers qui rentrent dans leur jeu. Les policiers n'ont pas recours à des armes, ils ne sortent même pas la matraque, ils repoussent fermement mais sans violence. J'imagine que vous les connaissez tous, ces modèles étrangers. Est-ce que oui ou non, il faut s'inspirer de l'exemple allemand, par exemple, Marion Guémas? Alors, je pense qu'il ne faut pas être naïf et on ne peut pas imaginer qu'il y a un modèle parfait de maintien de l'ordre dans un pays et qu'on va le transposer et que tout va fonctionner à merveille. C'est bien évidemment plus compliqué. L'Allemagne, ils ont une histoire aussi, ça a pris du temps de mettre en place cette doctrine. Mais c'est effectivement, encore une fois, un choix politique qu'il faut prendre et assumer. Je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Christophe Castaner parle de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays, puisque pendant plusieurs mois, on nous a quand même dit qu'en France, on ne pouvait absolument pas comparer avec ce qui se passait ailleurs et qu'on n'avait rien à apprendre des autres pays. Donc, je pense que c'est intéressant que la réflexion ait évolué. Noter une évolution. Voilà, mais qui est plutôt intéressante. Oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être revues. Après, encore une fois, c'est difficile. Je pense, comme vous, qu'effectivement, il y a un gros travail sur les questions de communication au cours de manifestations. J'ai l'impression, d'ailleurs, c'est une piste de réflexion il en a beaucoup qui parlé apparaît dans le dossier de presse. Voilà, on a des dispositifs qui sont beaucoup plus modernes dans les pays, notamment en Allemagne, dans les pays scandinaves. Après, sur la question des sommations, ce qui est un peu triste, c'est que c'est des recommandations qui avaient déjà été portées par des commissions parlementaires dans les années 1980, enfin fin des années 80. Et donc c'est un peu dramatique finalement qu'on revienne toujours aux mêmes réflexions alors que les problèmes sont constatés depuis longtemps. Mais ça vous semble possible, Denis Jacob, ce procédé de la désescalade à l'allemande, puisque c'est l'exemple qu'on prend ce soir, au vu de ce que vous avez aperçu lors de ces manifestations de Gilets jaunes, par exemple, ça vous semble possible? Alors moi, j'espère toujours qu'on trouve des solutions le plus pacifiques possible pour éviter au maximum des blessés. Mais là, il y a la question de la faisabilité. Mais la culture française n'est pas non plus la culture allemande. Et il ne faut pas l'occulter. Ben voilà, on est des latins, voilà, donc on a... Moins obéissants que les Allemands, vous voulez dire? Je pense qu'il y a des dispositifs qui ne sont pas applicables en France, comme des dispositifs français ne sont pas applicables en Angleterre ou en Allemagne. Je rappelle quand même que malgré cette politique de désescalade en Allemagne, on a eu une manifestation il y a 3 ou 4 ans où ils ont quand même eu sur une manifestation 300 blessés. Voilà, donc il y a malheureusement sur des manifestations qui sont en général violentes, on ne peut pas exclure qu'on ait des blessés, parce que dans ce cadre-là, le risque zéro n'existera jamais, malheureusement. Mais je dirais que ce n'est pas la faute forcément des policiers. Il y a effectivement une question politique, c'est aux politiques de prendre les bonnes décisions, de donner les bons moyens et de faire en sorte qu'on ait le moins de blessés possible. Je ne dis pas aucun blessé, parce que la solution idéale, parfaite, je pense malheureusement, elle n'existe pas. Mais il faut qu'on tende à quelque chose de plus efficace pour éviter tout ce qu'on a pu connaître. Mais on n'empêchera jamais la violence de l'autre côté, de toute façon. Il nous reste 2 minutes. Marion Guémas et Hervé. Oui, très rapidement. Il y a effectivement un exemple en Allemagne qui est souvent mis en avant, c'est le sommet du G20 ou du G7, je sais pas, à Hambourg. Voilà. Sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que des sociologues, notamment Fabien Jobard, ont montré que c'est un des rares Länder où on a une politique de maintien de l'ordre qui est assez dure et qui est peut-être plus proche, enfin qui n'est pas vraiment calquée sur le modèle de désescalade. Et c'est intéressant de voir que finalement c'est là où ça a le plus dégénéré, notamment la violence appelant la violence, c'est ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que c'est pas un Länder qui a des pratiques les mêmes que dans les autres. Le Länder qui n'a pas les mêmes pratiques dans les autres Länder, pardon. Hervé Kempf. Je dirais dans le même sens, c'est de dire, et vous l'avez aussi dit, la violence appelle la violence. Donc plus il y a de la part de l'État l'emploi de forces extrêmement équipées de répression, il va y avoir en face, au bout d'un moment, une montée en conflit. Alors c'est l'inverse. Non, plus. Enfin, je ne sais pas si c'est l'inverse. On fait l'objet de violence et nous, on adapte la réponse de la violence qu'on subit. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais là, le temps qui nous reste ne permettra pas d'aller au fond de ce débat. Mais en revanche, je ne sais pas qui est l'œuf et la poule, mais ce qui est certain, c'est que plus on monte, et au bout d'un moment, il faut, et ça, c'est plus de la responsabilité d'un État démocratique, soucieux des libertés publiques, de se dire on va baisser la tension. Et comme vous l'avez dit, il peut y avoir, par exemple, le modèle allemand, c'est pas un modèle parfait, mais il peut y avoir. Il a parlé du modèle espagnol, du modèle néerlandais aussi. Mais l'intensité de la violence et des blessures qui s'est produite depuis 6 mois montre que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas en France. Et deuxième chose, vous avez dit quelque chose vous avez dit quelque chose de très important, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de mouvements sociaux. Oui. Alors ça veut dire aussi que quelque part il y a un ordre qui est autre que l'ordre policier, l'ordre dans la rue, qui est l'ordre social qui conduit ou pas. Mais ça nous dépasse. Ça dépasse même la France. Je crois que c'est un peu partout en Europe. Et comment on fait par rapport à ça? En tout cas, je pense que d'apaiser les choses et de revenir quand même à des pratiques plus douces, de ne plus utiliser un certain nombre d'armes qui sont inqualifiables et inacceptables, contribuera beaucoup à faire que la force
soit mieux accepté, en tout cas sa légitimité soit acceptée, ce qui pour l'instant n'est malheureusement plus le cas. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce grand débat. Fin de cette émission. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir, Hugues Rançon, député La République En Marche de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale et candidat à l'investiture pour les municipales à Paris. Quant à l'invité de Territoire d'Info, demain il s'agit d'Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.